du contrôle le plus long, près de 2 ans et demi, du résultat le plus volumineux, 300 pages, et le plus critique sur la gestion de la ville. À l'évidence aussi, il s'agit des rapports, puisqu'il y en a 2, qui interpellent le plus sur le plan de la déontologie du contrôle, de l'exactitude des observations et de l'équité des jugements, et donc sur la ligne rouge entre un contrôle de la gestion municipale et un procès de la gestion municipale. On peut d'autant plus s'interroger sur ces questions de déontologie, d'inexactitude et d'inéquité que les rapports de la Chambre ont été établis de façon contradictoire, c'est-à-dire que les réponses de la ville auraient normalement dû permettre d'éviter ces interrogations. Ce n'est pas le cas et cela introduit le doute sur la vraie nature des rapports de la CRC. D'ailleurs, on a essayé de faire croire que j'aurais voulu éluder le débat sur ces rapports, les laisser dans un tiroir en attendant la future gouvernance de la ville. Il n'en a évidemment jamais été question pour moi, car je considère de ma responsabilité d'ordonnateur d'assumer les critiques, si elles sont justifiées, mais aussi de les contester si elles ne le sont pas. Dans le débat qui va venir, si les oppositions veulent limiter leurs propos à des critiques lapidaires, des inexactitudes, des approximations ou des citations de presse, elles trouveront dans ces rapports une manière importante pour alimenter leur discours. La démonstration en est d'ailleurs faite par les revues de presse et les stigmatisations politiciennes des 2 dernières semaines. Mais je ne pense tout de même pas que les magistrats aient eu conscience de la responsabilité politique et morale qu'ils ont prise en se livrant à un exercice caricatural tendant à discréditer 25 ans de travail de ma municipalité. Je ne prétendrai pas que les rapports de la Chambre soient dénués de remarques et de propositions à prendre en compte à travers diverses revendications, recommandations. Les réponses de la ville témoignent de ses engagements à cet égard. Je prends d'autant plus acte de ces recommandations que pour certaines d'entre elles, leur mise en œuvre est déjà engagée, voire largement réalisée. Il en est ainsi notamment de la gestion des OPA hors autorisation de programme et crédit de paiement à compter de l'exercice 2020, de la poursuite de l'amélioration de la capacité d'autofinancement, de la validation par le conseil municipal du guide de la commande publique, de la poursuite de la remise à niveau du patrimoine scolaire et de l'amélioration de l'analyse de la mise en œuvre des politiques publiques. Ainsi en est-il également pour ce qui concerne le personnel, des recommandations de compléter les documents du tableau des emplois budgétaires, de finaliser la réforme du RIFSEP, d'achever le déploiement du système du bac d'âge du temps de travail, d'appliquer les limites d'âge et de réaliser des audits sur la gestion des vacataires et sur le recrutement d'agents contractuels. Je prends acte de cette partie constructive et utile du travail de la Chambre régionale des comptes. Je prends acte, mais en même temps, je conteste une part importante de ces 2 rapports, marqués par des manquements à la déontologie, des erreurs d'appréciation manifestes et un manque d'équilibre et d'équité dans les jugements. La déontologie, tout d'abord. Si la question du respect de la déontologie se pose pour ces rapports, c'est précisément qu'il existe un recueil des normes, une sorte de code de déontologie édicté par le premier président de la Cour des comptes au regard de l'article L. 225 du Code des juridictions financières qui prescrit notamment la loyauté des contrôles et proscrit les jugements d'opportunité.
il y a malheureusement, loin de ces principes à leur application, dans les deux rapports de la Chambre. Sur les finances de la ville, est-ce déontologique de maintenir des remarques sur une gestion prétendument insincère et sur le soi-disant manque de fiabilité des comptes, alors même que la ville a largement démontré dans ses réponses qu'elle respecte les règles de constitution des provisions, qu'elle procède au rattachement des charges et que les restes à réaliser sont sincères? Non, la ville, mes chers collègues, ne s'endette pas pour financer le remboursement de sa dette ou pour faciliter la marche de ses services, comme le prétend la Chambre, mais pour couvrir ses besoins de financement des investissements. N'est-il pas offensant de surcroît que la Chambre insinue que la ville aurait artificiellement gonflé ses dépenses en 2017 pour financer d'une meilleure contractualisation avec l'État en 2018. Sur les finances encore, est-ce déontologique que la Chambre écrive en août 2019 qu'elle ne dispose pas de l'assurance raisonnable, que la ville sera en mesure de tenir ses engagements de contractualisation avec l'État en 2018, alors même que le compte administratif voté le 17 juin 2019 démontre qu'elle a fait mieux que respecter l'objectif de 1,25 d'augmentation des dépenses, puisqu'elle les a diminuées en réalité de 2,52 en 2018. Ces éléments figuraient bien sûr dans les réponses que la ville a apportées au rapport d'observation provisoire. Ils ont pourtant été vérifiés et salués même par une lettre du préfet. Sur le personnel, est-ce déontologique de consacrer 50 pages aux dépenses de personnel soi-disant excessives et mal maîtrisées, mais quelques lignes seulement pour reconnaître à contre-cœur que ces mêmes dépenses de personnel sont 15% inférieures à celles des autres grandes villes, 590 € par habitant par rapport à 686 €, ce qui représente l'équivalent, chers collègues, de 80 millions d'euros de dépenses en moins, alors que le taux d'administration de la ville de Marseille, c'est-à-dire le nombre d'agents rapporté au nombre d'habitants, est 20% inférieur à ces autres villes. Ces chiffres démontrent pourtant une solide maîtrise de l'évolution de la masse salariale de la ville de Marseille. De même, est-ce déontologique de relativiser l'importante transformation réalisée par la ville sur les heures supplémentaires, notamment à travers les 12 mesures décidées en 2018 pour moderniser la gestion des ressources humaines? Cette vaste réforme se déroulait pourtant pendant la période de contrôle. Sur un temps de travail, la Chambre aurait pu prendre acte qu'à travers 6 délibérations, 8 réunions des comités techniques avec les syndicats et 29 notes, courriers et rapports diffusés au personnel et aux partenaires sociaux, la ville de Marseille figure désormais parmi les rares collectivités qui respectent la durée réglementaire du temps de travail, en avance même de 3 ans sur l'échéancier prescrit par la loi du 6 août 2019. Est-ce déontologique de stigmatiser à nouveau le recours aux vacataires, force d'appoint indispensable dans l'animation de la vie sociale de proximité, alors que la Chambre a pu vérifier elle-même la réactivité et l'efficacité du système de gestion municipale en ce domaine? En tout cas, la ville ne s'est pas inspirée du ministère de la Justice, où, selon un rapport interministériel, plus de 40 000 vacataires ont été employés au noir. Sur les bâtiments scolaires et leur entretien, la Chambre concentre son analyse sur 5 pages, ce qui est son choix d'un rapport réduit. Mais est-ce déontologique de limiter ces écritures
à un propos simpliste et caricatural, fondé principalement sur des articles de journaux, j'avais jamais vu ça, ou sur une fantomatique enquête de la direction académique de l'éducation nationale auprès des directeurs d'école, et de s'en satisfaire pour formuler un jugement global sur l'insuffisance de l'état très dégradé du patrimoine scolaire avec des codicilles qui accompagnent généralement ce type de polémique. Les écoles amiantées, les nuisibles, les toits qui fuient, la discrimination à l'égard des arrondissements les moins favorisés, etc. C'est probablement l'exemple le plus caractéristique d'un travail dénaturé de la part des magistrats, sans véritable enquête autonome ni vérification. A fortiori quand on constate que les rapporteurs n'ont pas repris une seule ligne, pas un mot de la réponse circonstanciée de la ville sur l'expansion des locaux scolaires, soit 26,8% de classes maternelles et élémentaires de plus depuis l'an 2000. De même, la Chambre méconnaît les réponses de la ville sur l'entretien des écoles, les budgets alloués, les 20 000 interventions techniques par an. Madame Casanova reprendra dans le détail les réponses que la Chambre régionale des comptes n'a vraisemblablement pas lues. Sur le stade Vélodrome, est-ce déontologique de relever l'insuffisance des redevances de l'OM et de préconiser une part fixe d'au minimum 8 millions d'euros en admettant de tenir compte de la confusion créée par le rapport de la Cour des comptes qui avait elle-même évoqué un mode de calcul recommandé par l'État avec une part fixe de 3,5 millions, en omettant de rappeler aussi que la Cour des comptes avait salué la réussite opérationnelle du nouveau stade Vélodrome et en omettant enfin de dire que la ville n'avait jamais obtenu la moindre réponse de la Cour des comptes ni de l'État aux demandes de clarification sur le niveau souhaitable du loyer. Sur les questions patrimoine et d'immobilier, est-ce déontologique de formuler une observation définitive qui ne faisait pas partie des observations provisoires? Est-ce déontologique aussi de ne tenir presque aucun compte des explications de la ville qui pourtant respectent les textes, appliquent les jurisprudences des tribunaux et se conforment au prix des domaines dans ses acquisitions et ses cessions? Derrière toutes ces questions, une seule peut en réalité résumer les autres. Pourquoi la Chambre a-t-elle obstinément voulu maintenir ces observations alors que les réponses de la ville lui étaient apportées et permettaient d'annihiler pour l'essentiel nombre de critiques? La question centrale de déontologie est bien là. C'est celle de la dénaturalisation des procédures contradictoires, alors que la construction du rapport en deux temps, un provisoire et un définitif, est normalement destinée à éviter des erreurs ou des approximations à partir des réponses de la ville. Si la Chambre a très peu tenu compte des réponses de la ville, est-ce faute de temps, en plein cœur de l'été, pour pouvoir délibérer le rapport d'observation définitive dès le 20 août? Ou est-ce pour avoir absolument voulu maintenir la charge virulente qui semble être le fil conducteur de la rédaction des rapports? En tout cas, les quelques 335 pages de réponse de la ville et le millier de pages d'annexes ne semblent pas avoir eu plus d'effet sur les plumes des rédacteurs que la pluie sur les plumes des canards. Il semble que les pages des réponses de la ville aient été tournées si rapidement que les rédacteurs de la Chambre ont maintenu dans leur écrit des erreurs manifestes de chiffres, de faits, d'analyse et de perspective. Après les questions de déontologie, les questions d'inexactitude donc. Inexactitude flagrante quant à l'appréciation de l'évolution de la situation financière de la ville.
lors d'une absence de stratégie financière, loin d'une absence d'objectifs et de pilotage de ses actions. La ville a au contraire démontré qu'elle avait des objectifs et qu'elle obtenait des résultats. Depuis 2014, elle a pourtant fait face à la diminution des ressources. 60 millions de DGF en moins aujourd'hui et 145 millions d'euros de manque à gagner en cumulé. Malgré ce handicap, la ville a maintenu l'investissement. Elle a maîtrisé ses charges supplémentaires non compensées de l'État et elle a diminué son endettement de 270 millions d'euros entre 2014 et 2019. Cela correspond à une baisse de près de 15% et dégage des marges de manœuvre significatives pour améliorer les comptes et la situation financière. Les deux agences de notation internationale qui nous auditent 2 fois par an, elles l'ont pris en compte. Une note complète et détaillée sur les finances a été jointe aux réponses de la ville à la Chambre. Chacun pourra la lire et y trouver les comparaisons avec les autres villes qui sont tout à fait à l'honneur de la ville de Marseille. Roland Blum y reviendra dans son intervention. Inexactitudes nombreuses aussi dans l'analyse de la Chambre sur une masse salariale, soi-disant contre-performance. Elle évoque par exemple des embauches supérieures au départ et une augmentation, tenez-vous bien, de 1440 agents depuis 2014. Ce chiffre est faux et la ville l'a signalé à la Chambre. Les effectifs n'ont augmenté que de 403 personnes, soit environ 0,5% par an en 5 ans, notamment sous l'effet de la nécessaire augmentation du personnel des écoles et des crèches et du développement de la police municipale, où les effectifs sont passés de 220 à 450 agents. Il est faux également d'écrire qu'entre 2012 et 2017, l'augmentation des effectifs dans les crèches aurait été plus rapide que celle des places. En réalité, l'augmentation du nombre de places a été de 12% et celle des effectifs de 9%. Comment la Chambre peut-elle décemment écrire que le personnel des écoles serait trop nombreux et que le personnel marseillais serait trop bien payé au motif que le salaire mensuel moyen des agents serait de 20 € supérieur à la moyenne nationale? La priorité municipale en faveur des écoles et des crèches, y compris en matière de personnel, relève en toute hypothèse d'un choix d'opportunité que la Chambre n'a pas à juger, de même que la politique sociale en faveur du personnel. À la fin de 2001, les effectifs de la ville ressortaient à 12 000 agents, après transfert à la communauté urbaine. Ils sont aujourd'hui 11 800 agents. Dans le même temps, la population marseillaise a augmenté de 65 000 habitants selon l'INSEE. Sur la base d'un taux d'administration de 14,8 agents pour près de 1 000 habitants, cette croissance de la population aurait dû induire une augmentation de près de 1 000 agents municipaux, ce qui n'a pas été le cas puisque les effectifs sont restés stables et ce qui contredit les tentatives de démonstration de la Chambre quant à une prétendue non-maîtrise des effectifs. Voilà bien un démenti indiscutable à la critique énoncée par la Chambre d'une gestion peu économe des deniers publics. En réalité, notre gestion du personnel est plus économe de 15% que celle des autres grandes villes. Inexactitude manifeste aussi en ce qui concerne les écritures de la Chambre sur le dossier du plan École d'avenir à travers un projet de marché de partenariat. La ville ne peut que regretter que la somme d'approximatisation, d'inexactitude et d'extrapolation qui émaille l'analyse de la Chambre sur la procédure de marché de partenariat du PEA. Celles-ci font peu de cas
de l'avis des deux services experts du ministère des Finances, à savoir Fin Infra et d'une part, et de la DRIF d'autre part, sur ces dossiers très importants des écoles Pailleron. Je donne rendez-vous, mes chers collègues, dans quelques années, à tous ceux, élus de gauche, collectifs, architectes, candidats, magistrats, qui n'auront pas voulu qu'on supprime tous les paillerons en 5 ans, tout en nous critiquant sans vergogne sur l'état des écoles. Inexactitudes multiples aussi sur les analyses concernant les locations, les acquisitions et les cessions immobilières de la ville. À lire tous ces doctes écritures des rapporteurs de la Chambre, nul doute que s'ils avaient été ces négociateurs, la ville aurait acheté moins cher et vendu plus cher. Encore eût-il fallu qu'ils aient au préalable accompli une formation pour apprendre à distinguer les différents concepts juridiques et qualifications de surface relevant du droit immobilier, surface cadastrale, surface utile, surface caresse, surface des planchers, et que les rapporteurs mélangent allègrement une formation aussi pour assimiler les jurisprudences sur le droit de l'immobilier, la VEFA notamment. Laurent Karadiec et Robert Assante reviendront chacun pour leur part sur ces parties des rapports de la CRC. Encore une fois, quiconque fera un travail sérieux de comparaison des écrits de la Chambre avec les réponses de la ville trouvera matière à satisfaction sur un grand nombre des critiques qui ont été formulées. Après les questions de déontologie et les inexactitudes, j'aborderai enfin le manque d'équilibre et d'équité des rapports de la Chambre. Quiconque fera posément et patiemment la lecture des 300 pages des deux rapports de la Chambre et des 300 pages de réponses de la ville ne pourra manquer d'éprouver le sentiment de lire un réquisitoire pour stigmatiser, un réquisitoire pour condamner. Il n'est pas imaginable, bien sûr, de suspecter une quelconque intention politique dans les rapports à la veille des prochaines échéances électorales, et je n'ai aucune intention de l'imaginer. Mais il est bien évident qu'une explication très politicienne en a été et sera encore faite, ce qui aurait dû conduire la Chambre à être d'autant plus prudente dans ses écrits. Par rapport au manque d'équilibre et d'équité qui fait ressembler ces rapports à un réquisitoire, voire à un pamphlet, je me bornerai à donner 3 exemples de développement où les prétendues insuffisances et le dysfonctionnement largement décrits par la Chambre auraient mérité davantage de prise en considération des réalités, des difficultés, des réalisations, voire même des réussites de la ville. Est-il trop naïf d'imaginer que la Chambre aurait pu mieux évoquer l'historique financier de la ville, ses difficultés structurelles, le manque de soutien d'autres collectivités pendant de très nombreuses années? Est-il naïf d'imaginer que la Chambre aurait pu se remémorer ce que ses propres rapporteurs écrivaient sur les exercices 83, voyez si c'est vieux, et 91, je les cite à cette époque. Le poids de la dette, disait-il, atteint les limites du supportable. La charge des intérêts ne cesse de croître et le montant des investissements ne se réduire. Au lieu d'équité et d'équilibre dans le jugement de la Chambre, celle-ci nous assène une synthèse de 2 pages où elle énonce sans démonstration une condamnation sans appel de la gestion municipale. Je n'ai jamais été confronté à un exemple de condamnation aussi lapidaire en 25 ans et sans fondement, qui était beaucoup plus général d'ailleurs dans les rapports des observations provisoires et dont le seul tempérament apporté par la Chambre a été de préciser que ce jugement ne s'appliquait qu'au domaine sous investigation. Merci quand même. Mais la tromperie a quand même fonctionné puisque ce sont précisément les phrases
de cette condamnation de synthèse qui ont été reprises à l'envi par tous les commentateurs dans les amalgames sans discernement. Des phrases de magistrats, ni fondées, ni documentées, ni démontées, seulement assénées à l'aveugle comme des coups de matraque. Absence de stratégie claire. C'est l'énoncé des considérants de la sentence comme cause de tous les maux de Marseille. Comment est-il possible, chers collègues, aux magistrats d'écrire des centaines de pages après plus de 2 ans d'investigation sans avoir compris que la ville se bat depuis 25 ans pour enrayer son déclin, réussir sa transformation urbaine en particulier, réduire le chômage et créer de nouveaux emplois, reconquérir son attractivité et son rayonnement. Est-ce équitable de faire un contrôle hors sol avec des œillères et des boules quiesses pour surtout ne pas voir et entendre les succès de la stratégie très claire et très forte de la municipalité, notamment l'extraordinaire réussite de l'année 2013, capitale européenne de la culture. Vient ensuite la sentence elle-même sur la dégradation de l'efficacité et de la performance de l'action municipale. Mais sur quel fondement les rapporteurs s'autorisent-ils un tel jugement aussi global et péremptoire? Selon quelle méthode d'évaluation? Quels critères? Quels éléments objectifs? Quelles actions précises? Quelles mesures effectuées? Quels ratios? Ah oui, des articles de presse, de journaux, des sondages, des conversations diverses, des discours de l'opposition et de l'humeur du temps. On peut tout conjoncturer, puisque rien n'est précisé par la Chambre sur sa notation de l'inefficacité municipale. Là encore, où est la déontologie? Où est la pertinence? Où est l'équité? En matière d'équilibre et d'équité encore, est-il trop naïf d'imaginer que la Chambre aurait pu, en parallèle à la démonstration des imperfections de la gestion RH, reconnaître les progrès accomplis dans beaucoup de domaines, en particulier avec son nouveau site, et mieux faire ressortir que la ville de Marseille dépense 15% de moins que les villes comparables pour les dépenses de personnel. En tout cas, la ville n'a pas connu les déboires du système louvois au ministère de la Défense ou du système Sirène de l'Éducation nationale. Autre symbole de son iniquité, la Chambre est-elle vraiment fondée à consacrer 5 pages à la situation administrative du directeur général adjoint à la sécurité, sans prendre en considération l'exceptionnelle qualité de son action et de ses résultats reconnus à l'unanimité? Il a réussi, où d'autres plus gradés que lui avaient échoué. Au demeurant, ces 5 pages détaillent une situation réglée depuis le 1er juillet de 2017. Enfin, aurait-il été trop naïf d'imaginer qu'en parallèle de toutes les questions sur les procédures immobilières, la Chambre aurait pu reconnaître les progrès accomplis dans la stratégie immobilière d'implantation de ses services, qu'elle aurait pu reconnaître aussi le bénéfice global pour l'activité des opérations immobilières, permettant de développer le logement, qu'elle aurait pu encore reconnaître la contribution positive des cessions immobilières pour financer l'investissement. Enfin, concernant les écoles, j'ai déjà dit que c'était le point le plus scandaleux des rapports de la Chambre des comptes. Je pourrais donner d'autres exemples du manque d'équilibre et d'équité, d'autres intervenants le feront. On me dira peut-être qu'un rapport régional des comptes n'est pas un paquet de bonbons au miel, qu'on n'y parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Je le sais très bien. Je l'ai appris au fil des contrôles et des rapports. Ce n'est pas non plus une boîte à claques, et ce n'est surtout pas un acte d'accusation qui devient un réquisitoire. Je n'ai jamais reçu, je le répète, de rapport de la CRC aussi stigmatisant, aussi imparfait, injuste, infondé, en tout cas dans les parties ou les propos dont je ne prends pas acte
mais que je conteste. Je le répète, je prends acte des éléments utiles de ces rapports, mais j'en conteste nombre important d'affirmations disqualifiant pour cette part l'expertise technique et finalement l'autorité et la juridiction financière. Ces dernières, les mises en cause infondées des rapports de la CRC, il n'y a pas seulement le maire et les élus dont le travail est contesté, mais il y a également l'administration municipale, ses directeurs, ses cadres et finalement tous ces agents dont le professionnalisme, l'engagement et le sens du service public sont dénaturés. Les réponses à la CRC et mes propos dans ce débat, ainsi que ceux des adjoints qui interviendront après moi, sont formulés aussi pour les défendre contre les accusations injustes et réitérer en leur nom l'engagement de toujours progresser encore dans leur mission au service des Marseillaises et des Marseillais. En conclusion, je dirais que ces rapports de la Chambre régionale des comptes ressortent surtout comme un mauvais travail qui ne paraît pas à la hauteur des missions de la CRC et censé assurer, et encore moins à la hauteur, les admonestations et des conseils qu'elle prétend dispenser à la cantonade. Un mauvais travail où le faux disqualifie le vrai, où les critiques dénaturent le conseil. Un mauvais travail, car bâclé dans sa phase contradictoire, malgré plus de 2 ans de procédure, pour n'avoir pas lu les réponses de la ville, bâclé à cause du parti pris de la critique à tout prix. La plus grande faute déontologique d'un magistrat n'est-elle pas de n'instruire qu'à charge et pas à décharge? N'est-ce d'ailleurs pas la définition même de la partialité, c'est-à-dire le contraire du devoir de justice? Pour ce qui est ma conclusion pourrait avoir elle aussi de péremptoire. Elle ne saurait, après tout, que la réponse à la façon dont la municipalité et sa gestion ont été traitées par la CRC dans ses rapports. Une sorte de version incongrue de l'arroseur arrosé, ou plus précisément de l'étrieur étrié. Mais en application du caractère contradictoire de la procédure, ces rapports ne valent qu'avec les réponses de la ville, soit 600 pages au total. Toute autre méthode serait malhonnête. Un jugement objectif n'est possible qu'au prix d'un minutieux travail de lecture, d'analyse, de compréhension croisée de ces 600 pages. Toute autre méthode serait stérile. Soyez assurés que les bons conseils et les recommandations pertinentes, il y en a, seront appliqués. L'avenir permettra de le vérifier, comme le prescrit la loi. Il est faux d'ailleurs de prétendre, comme l'a fait la Chambre, que la ville n'aurait pas suivi ses recommandations, ou certaines recommandations de ses précédents contrôles. Une fiche technique transmise sera démontré le contraire. J'ignore s'il existe, mes chers collègues, une inspection générale chargée des chambres régionales des comptes. Mais en toute hypothèse, je vais saisir le premier président de la Cour des comptes des questions soulevées aujourd'hui, en particulier au respect de la déontologie. Je demanderai rectification, y compris par des voies de droit, de tout ce qui est inexact, déformé, oublié ou diffamant. Et si j'étais autorisé à faire une recommandation à la juridiction financière dans sa globalité, sans aucune désobligeance vis-à-vis de l'indépendance de la magistrature, ce serait de dire qu'il ne serait pas inutile que le travail des magistrats, même anonymisé par la collégialité, soit lui-même soumis à évaluation. Lorsque l'arbitre se trompe, on doit pouvoir faire appel à une instance supérieure d'arbitrage. Le jugement sur la gestion publique mérite cette garantie, celle de tout système juridictionnel dans une démocratie. C'est le sens de ma démarche auprès du premier président de la Cour des comptes. Les CRC pourraient peut-être aussi s'inspirer de la météorologie de la Cour des comptes, avec un rapporteur et un contre-rapporteur,
un système dialectique dont la ville a pu éprouver la pertinence à l'occasion de l'excellent rapport de la Cour des comptes sur le bataillon des marins-pompiers. Mais après tout cela, ce que les rapporteurs de la REC Provence-Alpes-Côte d'Azur ont raté dans ce contrôle, ils peuvent le réussir dans le suivant. La rédaction est toujours possible. Chacun va pouvoir maintenant s'exprimer dans ce débat. Les représentants de l'opposition, mais aussi les adjoints au maire concernés par les domaines sous revue de la Chambre, en donnant au passage des précisions que je n'ai pas eu le temps de donner. Nous prendrons tout le temps nécessaire pour le faire. À l'issue de ce débat, les textes des explications de l'exécutif de la ville seront regroupés dans un dossier qui sera diffusé à la presse, dont la présence nombreuse, me semble-t-il, traduit l'intérêt de ce dossier, et à qui je fais confiance pour reprendre aussi fidèlement les arguments de la ville, qu'elle ne l'a pas fait, s'agissant des arguments de la Chambre régionale des comptes. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire à l'instant même. Tout ce que je viens de vous dire a sans doute été écouté par la Chambre régionale des comptes et par ceux qui ont écrit les rapports. En 25 ans, ma vie a toujours été la même. Nous ne sommes jamais allés devant les tribunaux. Ici, dans cette ville, je sais que je n'ai pas tout bien fait. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais j'ai mis tout mon cœur. J'ai mis tout mon temps. Et ce réquisitoire que nous avons reçu et auquel nous avons répondu, bien entendu, m'affecte considérablement, comme d'autres événements qui, hélas, se sont produits dans cette ville. Voilà ce que j'avais en introduction à vous dire. Je voudrais tout d'abord donner la parole à la présidente du Conseil